Voilà, donc je suis à nouveau avec le directeur de la BINA, Dominique, et une fois nous avions commencé un entretien à propos des planètes transsaturniennes, et je lui avais demandé, je lui avais fait remarquer que euh, je me demandais si de sa part, il pensait que les astres agissaient à notre insu, en quelque sorte. Et donc même si on ne les connaissait pas, ils agissaient quand même. Et donc par conséquent, il n'y avait pas forcément de raison d'éliminer des planètes qui étaient inconnues de l'Antiquité. Mais je faisais aussi remarquer que dans ce cas-là, c'était une astrologie qui agissait sans la participation véritablement des humains, puisqu'ils n'avaient pas connaissance des mouvements planétaires en question. Et effectivement, je suis arrivé ces derniers jours à l'idée qu'il y avait deux astrologies. Une astrologie inconsciente, qui joue sur notre inconscient, et une astrologie qui joue sur notre conscient. Alors, dans le cas des travaux de Michel Gauquelin, je vais vous poser une petite colle comme ça. À votre avis, de quel côté se trouve l'astrologie de Gauquelin? On en a déjà parlé, mais peut-être que vous n'avez pas ça en tête. Est-ce que vous pensez que l'astrologie de Gauquelin est du côté des processus inconscients de l'influence cosmique ou du côté conscient? Il me semble que c'est inconscient chez lui. Voilà, exactement. Et alors, comment, à votre avis, Dominique, quelle était l'utilité de cette astrologie, et notamment de l'astrologie gauquelinienne, avec ces planètes qui se levaient à l'horizon et qui correspondaient à des processus qu'on arrivait mal à contrôler et à maîtriser. Il y a une différence entre une planète qui bouge, qui avance, qui change de statut, qui passe à l'horizon 24 heures, et puis une astrologie qui a des périodes de 7 ans, par exemple. Donc c'est vraiment deux astrologies, l'une qui joue sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, et une autre astrologie qui laisse une certaine liberté de mouvement et d'action. Voilà donc à quoi je suis parvenu. Et alors, la comparaison, je vais vous poser une petite colle encore. Est-ce que vous avez dans le domaine de l'humain, est-ce que vous avez des situations comparables où des choses se passent inconsciemment et qui jouent un rôle majeur dans notre mode de fonctionnement? Oui, je pense qu'il y a une part d'invisible, des choses qui, que ce soit dans une discussion ou n'importe quelle situation sociale, qui impliquent des choses cachées et dont les gens qui, au moment au moins de les vivre, n'en ont pas conscience. Oui, mais il y a des choses beaucoup plus connues, beaucoup plus concrètes que cela. C'est une question piège. Notre fonctionnement, notre organisme lui-même. Oui, il continue de fonctionner sans même qu'on en ait conscience. Oui, donc tout ce qui est le fonctionnement, les globules, etc., c'est également de l'inconscient. C'est ça qui fait. Il ne faut pas se concentrer sur la question de l'inconscient psychique. Nous avons donc notre organisme qui gère, plus ou moins bien, un équilibre entre entre les globules blancs, les globules rouges, etc. Et quand on fait une analyse du sang, on apprend un certain nombre de choses à ce sujet. Et donc, ce serait comparable, si vous voulez, à ce qui se passerait en astrologie. C'est-à-dire qu'il y a, de même que dans même quand par exemple, vous bougez votre main, vous faites quelque chose de conscient, mais il y a énormément de choses que vous ne contrôlez pas et qui sont garantes de votre vie. Et de la même façon, au niveau de l'organisme social, au niveau de la société, on aurait à la fois des processus que nous ne pouvons pas modifier, que nous ne pouvons pas même observer, à la limite, et des processus sur lesquels nous avons une action, une influence, par exemple la vie politique, la vie sociale, etc. Donc c'est intéressant cette comparaison, Dominique. Voilà, donc finalement, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça. Bien que ça puisse, comme ça, quand on le dit, ça paraît évident. Mais parfois, l'évidence, elle se fait attendre. Il faut aller prendre le problème sous tous les angles, trouver un schéma, trouver une grille. Et donc là,
je vous fais part de cette découverte parce que je me disais que je n'avais pas encore trouvé. Euh, J'étais mal à l'aise par rapport à ça. Je me disais, bon, alors j'avais tendance à dire, moi, tout ce que Gauquelin a fait, c'est secondaire, c'est marginal, mais je n'arrivais pas à l'intégrer dans un système. Et donc, voilà, je voulais vous faire part de cela. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je crois. Enfin, en tout cas, j'en ai pas parlé directement. Donc, finalement, ça redonne une autre dimension au système solaire. C'est-à-dire qu'il y a Saturne qui, effectivement, est la planète de la conscience, en quelque sorte, mais les autres planètes jouent un rôle au niveau subconscient. Je ne les élimine pas et je ne dis pas qu'elles n'ont pas de rôle. Donc c'est déjà plus présentable, plus acceptable, si vous voulez, quelque part. Et ça permet de comprendre qu'en effet, on puisse... Le problème, si vous voulez, c'est que c'est un problème statistique, c'est-à-dire que le système que Gauquelin a découvert n'a pas d'incidence individuelle. C'est l'humanité dans son ensemble qui est garantie par la naissance de personnages qui ont telle et telle fonction. Mais on ne sait pas forcément qui a cette fonction. Ça ne justifie pas le thème natal. C'est ça tout le débat. Le thème natal serait une sorte de malentendu où on essaierait d'étudier un phénomène inconscient comme s'il devait être conscient. Ça me rappelle un peu, je crois que c'est le protestantisme. Pardon ? Dans le protestantisme, oui, dites-moi. La question c'est de savoir si est-ce qu'on sera sauvé ou pas. Et dans le catholicisme en général, c'est une question de libre arbitre. Si on fait des bonnes choses, on sera sauvé. Et voilà. Si on fait des mauvaises, on va en enfer. On trouve les deux facettes à ce niveau-là. Oui. Et le protestantisme, d'après ce que j'ai compris, c'est que la question est déjà réglée. Et du coup, la question, c'est pas de savoir si d'agir pour être sauvé. La question, c'est d'essayer de produire le plus de richesses sur Terre. Et celui qui réussit, alors, s'il réussit, c'est que Dieu lui a envoyé le signe qu'il sera sauvé justement parce que la Providence l'aura aidé dans sa vie. Oui, bon, pas de commentaire à ce sujet, mais enfin, effectivement... Ça peut sembler un peu similaire aux travaux de Gauquelin, où justement celui qui s'engage dans une profession, s'il réussit, alors on peut regarder s'il est touché par une angularité. Sauf que Gauquelin n'a pas dit ce que j'ai dit. Il n'a jamais dit que... il n'a pas osé dire que l'étude des positions natales n'était pas pertinente sur le plan individuel. Il n'a pas été jusque-là. Et sa femme est allée encore beaucoup plus loin dans cette démarche de vouloir rapprocher, il voulait absolument rapprocher ses travaux du travail de l'astrologue. D'ailleurs, il me semble que Françoise Gauquelin elle disait que malgré le fait qu'on n'ait pas trouvé de résultats pour le Soleil et Mercure, ça ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas y avoir de résultats et qu'il fallait faire plus de tests, de définir en fait une catégorie professionnelle qui serait déterminée soit par le Soleil, soit par Mercure. Et je crois qu'elle vous en parle même dans une de vos vidéos. Oui, elle est venue à nos colloques, évidemment, notamment en 95, en 93, etc. Mais puis vous avez même pu lire ses revues, je ne sais pas s'il en parle dans sa revue. Astropsychologie, quel problème ? Je n'ai que trois exemples. Oui, bon, je ne sais pas. En tout cas, les Gauquelin n'ont jamais... D'ailleurs, la preuve, c'est que Gauquelin disait que ses travaux justifiaient l'astrologie telle qu'elle était pratiquée, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Elle justifie une certaine pratique de s'intéresser, à la limite, on est dans le domaine de l'inconscient, donc que Uranus, Neptune, Pluton agissent ou pas, dont je ne suis pas certain d'ailleurs. Parce que Gauquelin n'a pas trouvé de résultat pour ces planètes-là. On en avait parlé du fait qu'il ne trouve pas de résultat. Déjà, la base de ces statistiques, il a repris les statistiques de Léon Et Léon-Lasson avait trouvé, pour un petit nombre de cas, ce qui ne marche pas en statistique, un Neptune angulaire chez les mystiques. Et c'est là où vous m'aviez répondu que la difficulté, si Gauquelin devait répéter ça, c'est comment on définit la catégorie mystique. Elle n'existe pas. Donc là, le débat, là maintenant, est clos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est assez secondaire. En fin de compte, on peut très bien imaginer qu'en effet, ces planètes agissent, même si on ne les connaît pas. De ce côté-là, l'argument que j'avais développé n'est pas valable. Parce que moi, je raisonnais en termes d'une astrologie consciente, du conscient, où l'homme devait savoir ce qui se passait
tenir. Et là, on est dans l'autre astrologie qui est celle de l'inconscient. Mhm. Et à partir de ce moment-là, il peut se passer des choses dans le ciel. Les naissances peuvent se faire dans des conditions tout à fait bizarres, etc., heure par heure, etc., qu'on ne peut pas contrôler véritablement. Hein. On ne contrôle pas, et d'ailleurs, de la même façon qu'on ne contrôle pas ce qui se passe dans notre corps, on ne contrôle pas non plus ce qui se passe au niveau de la naissance, Mhm. naissance qui est d'ailleurs en rapport avec le corps, quelque part, puisque si l'enfant réagit, alors là, il y a le problème de savoir comment l'enfant capte, ou si c'est la mère qui capte, etc. Mais enfin, quelque part, il doit y avoir un processus, mais qui est complètement inconscient. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la question c'est que, alors, je fais une petite parenthèse, on est dans la solsticialité là. D'ailleurs, on dit vraiment, il y a un clivage entre deux astrologies. Mhm. Donc, c'est tout à fait, le clivage, il est très marquant, beaucoup plus que ce que j'avais dit jusqu'à présent. La dualité, c'est ça. Donc, la question, c'est le thème natal. En fait. La victime de toute cette réflexion, c'est le thème natal qui est en situation hybride, qui se sert des données de naissance qui sont de l'ordre de l'inconscient pour révéler quelque chose à l'individu. Bon. Et là, il y a un souci, un véritable souci. Alors, je ne sais pas, vous, comment ça va vous travailler, cette observation, mais c'est vrai que entre l'astrologie mondiale, qui est une astrologie du conscient, en certaine mesure, et l'astrologie gauquilinienne, parce que mon astrologie, elle est aussi l'astrologie mondiale, en fait. Et ce qui est important, c'est de comprendre, en fin de compte, que je crois que c'est intéressant cette idée des globules, parce que nous avons en nous-mêmes des choses qui se jouent, qui sont très importantes, mais sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Aussi bien, donc c'est une façon aussi de défendre l'astrologie autrement. De dire, voilà, bon, effectivement, voilà, l'astrologie nous parle aussi. Alors évidemment, la question qui reste posée, c'est comment tout ça a été mis en place. Alors là, on retombe dans des problèmes qu'on avait abordés, les dieux, les extraterrestres, les créateurs de ce monde. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à penser comme ça que de dire que tout ça est un phénomène naturel. Mhm. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez regardé un peu je ne sais pas quelles études vous avez fait, des études sur le platonisme et sur la théorie des idées. Oui, plus ou moins, oui. Enfin, moi, j'ai fait quand même ma thèse de doctorat en 79, c'était dans le cadre de la philosophie médiévale. Parce qu'on peut mélanger en fait les deux idées, celle où les hommes instrumentalisent les astres et celle où Oui. les astres, le cosmos a été formé par une entité supérieure. Oui, ben, c'est pour ça que vous avez passé mon bouquin là, sur l'étrange histoire. 1986, où je parlais d'instrumentalisation. Ça, c'était la thèse que j'avais développée à l'époque, que j'abandonne aujourd'hui. Et je pense qu'on peut allier les deux. Ce qui me dérange dans l'idée d'aliens qui viennent sur Terre, c'est que bon, ça me paraît quand même peu probable, mais on peut allier les deux dans le sens où dire l'homme regarde les astres, produit quelque chose dans son imagination, et en fait c'est l'imagination qui fait descendre l'idée, c'est une révélation. Oui, mais il y a un problème, mon cher Dominique, dans cette histoire, dans votre argument, c'est que justement, toutes les structures inconscientes, c'est quand même pas l'homme qui a pu les mettre en place, si vous voulez. Hein, donc c'est irrecevable. C'est au contraire. C'est que les deux objets communiquent entre eux. Les astres tournent et c'est le mouvement qui crée chez l'homme, parce que surtout quand on voit dans quel pays, que ce soit l'Égypte ou la Mésopotamie, qui sont des pays. moi qui reviens d'Arabie Saoudite, qui ai vu. Ah ça y est, d'accord. Oui, j'ai vu le pays, c'est pas comme à Paris. Le terrain est tout plat, vraiment. Oui. Bon, après, il y a les bâtiments là où Oui, j'étais. oui, oui. Mais dans un désert où le terrain est plat et où la seule chose qu'on voit la nuit, oui. surtout, c'est la voûte céleste avec des mouvements des astres qui bougent, pas dans le même sens que la voûte céleste, on peut se dire que justement, c'est à force de voir ce mouvement, ça crée quelque chose chez l'être humain. Oui. Et ça reste quelque chose qui vient d'en haut et qui descend d'en bas. Ben moi, j'ai la faiblesse de penser que ce sont des dieux qui nous protègent, qui ont mis en place un système qui est parfaitement bien conçu
et qui ne me paraît pas pouvoir avoir été élaboré par les humains. Ne serait-ce que pour l'argument qu'on a développé tout à l'heure, à savoir que les planètes transsaturniennes, on ne les voit pas de toute manière. Bon. Donc ça, c'est déjà un souci. Bon, enfin... Et encore, c'est discutable pour Uranus. Comment ? C'est discutable pour Uranus. Voilà, je le sais. D'ailleurs, moi-même, j'avais dit qu'Uranus, puisque j'avais proposé en 1976, dans l'astrologie sensorielle, un schéma où il y avait Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Bon, mais enfin, bon, c'est vrai qu'il reste Neptune et Pluton. De toute façon. Enfin, bon, les gens peuvent... il peut y avoir plusieurs commentaires sur ces analyses que je propose, mais bon, on pourrait faire un colloque là-dessus, d'ailleurs, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui nous vient d'en haut, qui est là pour... Alors, ce qu'on appelle en philosophie, enfin, en anthropologie, l'intelligent design, le dessin intelligent. Alors c'est un débat qui est très connu. Le dessin intelligent, c'est quelle est la pensée qui est derrière tout ça? Quel est le projet, quel est le plan? C'est pour ça que j'aime bien maintenant parler de plan divin, retrouver le plan divin, au sein duquel d'ailleurs les Juifs, à mon avis, ont un rôle à jouer. Ce sont eux qui sont là pour incarner quelque chose. Et pour moi, d'ailleurs, Jésus, il incarne quelque part la judéité, le rôle de la judéité dans le monde, mais c'est pas du tout c'est pas un individu isolé, c'est un archétype quelque part. D'ailleurs, je suis tout à fait favorable à des discussions. Moi, je suis maintenant pour des offices religieux judéo-chrétiens, parce qu'il y a tellement d'ambiguïté dans le corpus biblique que je crois qu'il faut qu'il y ait ces deux populations qui soient là et qui sont concernées par tel et tel passage de la Bible. Quand on raconte la sortie d'Égypte, voilà, et quand on raconte le divorce, ou quand on me dit, surtout quand ils disent écoute Israël, quand les Juifs disent écoute Israël, il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient en face pour entendre ça. Et ça se fait pas. De la même façon que le Shabbat, c'est le moment où les ouvriers, parce qu'en fin de compte, quelque part, les Israélites sont des ouvriers, ils ont le droit de ne pas travailler. Donc ça donne tout à fait un autre éclairage. Le Shabbat, c'est pas fait pour les Juifs, c'est fait pour les non-Juifs. Parce que les Juifs, au contraire, justement, c'est comme, je sais pas, par exemple, si votre mère a une bonne, bon, ben, elle a un jour de congé, voilà. Oui. Et ben, c'est pareil, ou bien il y a ce qu'on appelle depuis 1936 les congés payés. Le Shabbat, c'est les congés payés. Donc, il faut absolument qu'il y ait des chrétiens, au moins un, enfin, il faut qu'il y ait un juif qui soit présent lorsqu'il y a un culte chrétien, et un chrétien qui soit présent quand il y a un culte juif. Ça me paraît essentiel, autrement, on ne sait pas à qui on s'adresse. Bon. Tandis que là, s'il y a les deux, chacun peut comprendre ce qu'il veut. J'avais cru comprendre qu'au début du christianisme, qu'avant justement que Paul se mêle à cette histoire, le christianisme consistait uniquement à convertir les juifs. Oui. Il n'était pas destiné à être universel. Non, même pas. C'est pas ça non. Il consistait à convertir. Non, pas du tout. Bon, alors là, vous me donnez l'occasion de préciser. De toute façon, on ne peut pas séparer le débat astrologique et le débat théologique. Maintenant, puisque parler d'astrologie, c'est forcément se demander d'où elle vient, comment ça a été constitué. Donc ça renvoie à la théologie. Et ça, c'est aussi une erreur que beaucoup d'astrologues commettent, de ne pas s'intéresser à la théologie. Alors, ils croient qu'ils vont devoir appuyer l'astrologie sur la science, sur la nature, alors qu'en réalité, il faudrait aller du côté de la théologie. On a le débat. Alors, effectivement, non. Je fais un point là-dessus, puisque vous m'y invitez. Non, Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est dit je crois que c'est dans Saint Jean. Alors, ou Matthieu. Bon, ça veut dire qu'il est venu pour la partie. Alors, les brebis d'Israël, c'est les brebis du royaume d'Israël, qui ont fait sécession à la mort de Salomon avec la dynastie davidienne de Jérusalem, etc. Bon. Et ils ont développé, c'est intéressant d'ailleurs, j'ai regardé l'autre jour, dans le livre des rois, ils ont développé toute une religion axée sur les veaux, sur le veau d'or, etc. Bon. Donc,
ce sont des hérétiques, Mhm. mais qui continuent, mais qui sont quand même dans l'orbite judaïque, si vous voulez. Et Jésus voulait réconcilier. Alors là, on est dans une phase équinoxiale, je dirais. Oui. Il voulait réconcilier et réunir, ce que d'ailleurs voulaient les prophètes aussi. Quand on lit les prophètes, c'est un peu ça. Bon, donc c'est ça qu'il a voulu faire. Et d'ailleurs, pour dire la vérité, les païens, ils n'avaient rien à faire de tout ça. Les seuls qui étaient vraiment concernés, c'était ces fameux Israélites du Nord, dont le royaume d'ailleurs avait été détruit et annexé par les Assyriens au 8e siècle, mais qui continuaient à exister, qui continuaient à être là, qui avaient été refoulés vers la Judée, et ce sont gens-là qui voulaient avoir un autre statut. C'est-à-dire remet complètement en question l'idée que tous ces gens-là descendaient du même ancêtre. Mhm. En réalité, ce qui s'est passé, moi, à mon avis, c'est que ce sont des populations qui ont été asservies par les Judéens. Et quand on lit à la mort de Salomon, le roi, enfin, on dit, le descendant de Salomon, on lui dit, il faut que tu modifies notre statut, notre situation. Mhm. Il faut voilà. Donc ça voulait bien dire qu'ils n'étaient pas dans une situation d'égalité en aucune façon. Et les chrétiens sont les descendants de ces Israélites, spirituellement. La notion même de pardon, de rachat, de réconciliation ne fait sens que par rapport à cela. Ils veulent se faire pardonner et Jésus voulait qu'on leur pardonne qu'ils avaient construit un autre temple avec des idoles, etc. Tout le débat était là. Donc ça n'était pas... Il y a deux erreurs à ne pas commettre. Premièrement, il ne s'agissait pas de convertir les Juifs. Il s'agissait au contraire de convertir les Israélites pour qu'ils ne soient plus séparés des Juifs. Mhm. On lit ça aussi dans l'Épître aux Hébreux. Et d'autre part, il ne s'agissait pas non plus de convertir les païens, qui n'en avaient rien à faire. Donc les seuls... Et ce qui est embêtant, c'est que dans la conscience chrétienne, il est important c'est une sorte de psychanalyse, il est important qu'ils sachent d'où ils viennent, d'où ils sortent. Mhm. Ils ne sont ni des Juifs, ni des païens. C'est la troisième catégorie. Ce sont les populations du Nord, qui avaient leur propre royaume d'ailleurs, et qui ont écrit en grande partie d'ailleurs, alors c'est ça l'ambiguïté, une grande partie de l'Ancien Testament est écrite par les Israélites. Et notamment le livre de l'Exode. Parce que tout le récit de la sortie d'Égypte, constamment on dit les filles d'Israël. Alors la question qui est étonnante, c'est vous allez me dire, mais comment se fait-il que les Judéens acceptent cette situation et ce récit? Mhm. Comment se fait-il qu'ils récitent, puisqu'on récite le Pentateuque une fois par an, etc. Voilà. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas réagi à ça? Et à votre avis, je vous posais une question, encore une fois, à votre avis, comment se peut-il être qu'un document aussi daté quelque part, qui est aussi marqué par le monde israélite, le monde du royaume du Nord, comment se fait-il qu'il ait été intégré dans la Bible juive? Et là, on comprend mieux, mon cher Dominique, pourquoi la Bible chrétienne a intégré l'Ancien Testament. C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y avait énormément d'éléments qui étaient israélites et qui, donc, voyez-vous, donc on comprend mieux le phénomène. Mais je vous pose la question, en tant qu'historien des textes, dans quelle situation peut-on imaginer que des textes aussi disparates, parce que certains, il y a plein de choses dans l'Ancien Testament, il y a les prophètes qui sont visiblement contre les gens d'Israël, etc., qui les interpellent, qui disent, écoute Israël, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et d'autre part, il y a des récits où on met les filles d'Israël au centre, notamment lorsque Moïse, à l'étape de la loi, il les apporte aux Israélites. Vous vous rendez compte? Comment se fait-il que tout ça n'ait pas choqué et qu'on en soit là aujourd'hui, à votre avis? Essayez de faire marcher votre matière grise. C'est quoi? C'est la théorie de la corruption. Il y a quelque chose qui est pur au départ et au fur et à mesure que le temps avance. Oui, mais ça ne suffit pas. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Alors, oui, alors, vous me direz, est-ce que... Bon, alors, si vous dites corruption, c'est un mot qu'on peut toujours utiliser, de toute façon.
tout est corruptible, et évidemment, dans ce cas-là, on a un texte corrompu. Mais les raisons de cette corruption, c'est ça qui nous intéresse. C'est la phase solsticiale, la phase équinoxiale. Non, non, bon, on va laisser de côté ça. À partir de quel moment on est dans ce qu'on appelle le syncrétisme? Mhm. Vous savez ce que c'est que le syncrétisme? Le rassemblement de plusieurs éléments différents Voilà. dans un fond commun. Voilà. Donc on est typiquement syncrétique. Mais à quel moment le syncrétisme ne fait pas problème? Parce que justement, alors vous parlez de phase équinoxiale, effectivement. Dans les phases équinoxiales, on a tendance à vouloir tout mettre ensemble. Mhm. Donc là, effectivement, voilà, de même que par exemple pendant l'occupation allemande, beaucoup de Français ne trouvaient pas problématique d'avoir les Allemands en France. Mhm. La preuve, c'est que quelques années plus tard, ils ont créé la communauté européenne. Et donc, alors, bon, le syncrétisme, c'est très bien, mais ça demande une certaine forme d'aveuglement, de considérer comme faisant un seul et même ensemble des choses qui sont tellement disparates et qui viennent de sources tellement différentes. Mhm. Ouais, je pense Et comment se fait-il que les sages, depuis 2000 ans, n'aient pas spécialement réagi à ce syncrétisme dans le monde juif? Je pense qu'il y a une raison, je ne sais pas, qu'elle soit cachée ou visible, mais que ça revient à ce que je disais la dernière fois sur Thomas Kuhn et la révolution des structures scientifiques. Alors reprenez, alors, s'il vous C'est plaît. que les révolutions scientifiques ne se font pas par une donnée nouvelle en soi qui vient apporter la connaissance. C'est surtout un système de révolution où la donnée nouvelle, comme elle vient nuire à l'ancien système, il faut détruire l'ancien système pour en créer un nouveau qui intègre cette nouvelle théorie. Bon, écoutez, moi, je vais vous donner ma position à ce sujet, parce qu'en fin de compte, mes études sur Nostradamus m'ont préparé à ce genre. Mais c'est par exemple, c'est la même chose pour l'anglais. Mhm. Est-ce que les anglophones ont une conscience claire de l'influence du français sur leur langue? J'ai l'impression qu'ils veulent considérer que c'est une langue d'un seul tenant. Oui, c'est le même discours, voilà, c'est un seul tenant, on parle anglais, voilà, et puis voilà. Est-ce que vous parlez anglais, est-ce que vous ne parlez pas anglais? Mais j'ai l'impression qu'on leur apprend. Ils sont à peu près dans la même situation. C'est-à-dire, ils ne sont pas conscients que cette cohabitation est quand même quelque chose contre nature, quelque part, contradictoire. Bon. Alors un autre cas qui est moins connu, c'est Nostradamus. Alors aussi, on veut nous faire croire que des textes qui ont d'autres sources, au fin de compte, sont du même auteur, etc. Donc, si vous voulez, c'est quand même... tout ça, c'est très équinoxial, la recherche de l'unité. Et puis, à un certain moment, il y a des gens qui disent « Mais non, c'est pas possible ». Comme moi, qui disent « Non, ça va pas ». Et d'ailleurs, la question ukrainienne renvoie aussi à ces problèmes d'ossicialité, d'équinoxialité. Est-ce que l'Ukraine existe réellement? Est-ce que Poutine a envie d'envahir l'ensemble de l'Europe ou pas, etc. Bon, alors on pourra en parler tout à l'heure, mais on va terminer là-dessus. À mon avis, tout simplement, c'est fondé sur l'ignorance. La plupart des Juifs ne savent pas qu'il existe un royaume d'Israël. Tout simplement. Au moment où on a mis en place tout ça, il y avait une ignorance fondamentale de l'histoire du peuple juif. Et par conséquent, le schisme qui eut lieu au Xe siècle avant notre ère, à la mort de Salomon, la plupart des Juifs n'en sont pas conscients. Et par conséquent, c'est quand même extraordinaire que David Ben Gourion, en 1948, ait décidé d'appeler l'État juif Israël. Vous vous rendez compte jusqu'à ce point-là? C'est extraordinaire. Bon. Il est vrai que déjà dans le Talmud, on emploie le mot Israël. Donc si vous voulez, il y a un moment donné où il y a un oubli, une amnésie sur le passé, et par conséquent des documents qui, pour quelqu'un qui connaît bien la situation, sont complètement incompatibles, arrivent à être considérés comme faisant un tout, un seul tenant. Et par conséquent, quand on dit écoute Israël, les Juifs considèrent que ça leur... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une synagogue, peut-être que si. Non. Eh bien, tous les samedis, non, mais même on récite constamment le schéma, ce qu'on appelle le schéma Israël, écoute Israël, on le récite religieusement. Si vous allez dans une synagogue, vous savez qu'on peut aller, tout le monde peut entrer dans une synagogue, il n'y a pas de problème. Au moment du schéma Israël, alors là, les gens
pense que c'est le moment le plus sacré, le plus consacré. Mhm. Et il le récite comme ça, dans une sorte de solennité, sans prendre conscience qu'en réalité, les 10 commandements ne s'adressent même pas aux Juifs. Pourquoi ils ne s'adressent pas aux Juifs, à votre avis? Est-ce que vous les connaissez, les 10 commandements, plus ou moins? À peu près, oui. Alors, le texte lui-même, à qui s'adresse-t-il? Ben, Après la teneur même du texte. Je pensais Tu ne justement voleras que ça- point, tu ne convoiteras pas la femme de ton mari, tu respecteras... Voilà, il ne s'adresse pas aux juifs, du coup. Non, il s'adresse à ceux qui ont péché, à des brigands, à des gens... Voilà. D'accord. Et donc le paradoxe, c'est que les 10 commandements qui sont adressés aux Israélites, les Juifs les prennent pour eux-mêmes. Alors quand vous demandez quelle est la raison d'être des 10 commandements, ils disent « Ah, ben ce sont des préceptes de vie, de morale tout à fait normaux. Voilà. Et là aussi, ils passent à côté de la plaque. En réalité, si vous voulez, moi l'autre jour, je dis « La réalité, c'est comme j'étais avec une bande de délinquants, et je leur disais, attention, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. On dit, avec des gens normaux, on ne va pas leur dire, attention, vous n'allez pas vous voler. Hein. Et là aussi, oui, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Juifs n'arrivent pas à comprendre que ça ne s'adresse pas à eux. C'est quand même c'est stupéfiant, la bêtise humaine, à un certain moment. Interrogez n'importe quel rabbin, il vous dira, ben, c'est très bien, les 10 commandements, voilà, ça. En réalité, non, les commandements pour les Juifs, c'est pas cela. Les commandements pour les Juifs, c'est d'apporter la lumière au monde, etc. Enfin, c'est pas du tout de ce stade-là. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est extraordinaire que les Juifs... On a besoin de le dire pour... Comment? C'est extraordinaire qu'on ait besoin de le dire pour que les gens le respectent. Non, mais qu'on le dise à une bande de gens qui sont considérés comme suspects, ce qui était le cas, oui. Mais qu'on dise comme ça, calmement, toutes les semaines, en pleine synagogue, tu ne voleras point, tu ne tueras point, c'est stupéfiant. Alors, donc il y a toute une apologétique. L'apologétique, justement, c'est lié à l'équinoxialité. De dire, ah oui, tout ça est cohérent, tout ça se tient bien, tout ça est d'un seul tenant, etc. Et l'opposition à l'apologétique, c'est la critique, en disant, ben non, c'est la socialité, non, tout ça, ça ne va pas ensemble. Et la question qui se pose, on va changer on va pas faire les choses trop longues parce qu'après ça devient compliqué.